Salut les amis, je vais tenter avec cette vidéo de vous partager mon expérience. J'ai changé mon joint de culasse sur un bus Renault S53, année 93. Le moteur c'est un MAN 0846. J'ai trouvé la référence. Je vais bouger un petit peu pendant la vidéo parce que j'ai des trucs à vous montrer en intérieur ou en extérieur. J'ai trouvé la référence de mon moteur sur la page Wikipédia en fonction de l'année. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a eu un seul moteur pour celui-là. Donc le mien est d'année 93. Moteur MAN 0846. Il y a un groupe Facebook très sympa. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est le groupe Facebook Noé S53, S45 et tous les autres bus aménagés. Voilà, donc sur ce groupe-là, vous avez dans la rubrique fichiers la revue technique qui est extrêmement instructive et intéressante. C'est le fichier qui m'a le plus aidé. Dans cette revue technique, vous allez trouver une petite dualité à un moment donné. Alors moi j'ai serré à 18. Vous voyez les couples de serrage, c'est marqué vis de culasse à 16. Et si vous descendez de 2-3 pages, ils vous disent de... Encore un peu en dessous. Ah non, c'était là, c'était au-dessus. Serrez vos vis ici. Vous voyez là, jusqu'au couple de serrage, les vis de culasse à 18. Alors moi je les ai mis à 18 dans le doute. Je les ai mis à 18. Ils disent 18 et 16. Vous ferez votre choix. Donc c'est des dk mètres newton. Donc ça veut dire c'est 180. 180 newton mètre. Pour tout ce qui est visserie, quand vous allez dévisser vos tubulaires d'admission, vos conduites d'eau, d'échappement et les caches culbuteurs, vous allez avoir besoin d'une alène en numéro 8. Alors moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait, de la prendre dans une clé plate à œil, une petite douille alène de 8, avec un levier, c'est pratique, beaucoup d'entre vous je pense connaissent ce petit levier. On prend une clé à œil dans une autre clé plate, puis ça fait un manche, ça fait une rallonge. Donc voilà, ça c'était très pratique pour dévisser les tubulaires d'admission d'air et aussi les rampes d'injection. Je bouge un peu, d'accord. Pas les rampes d'injection, n'importe quoi. Les rampes de culbuteur. En bas, vous avez des vis qui sont aussi en 8. Et donc vous utiliserez le même système. Les tubulaires et collecteurs d'admission d'air sont en haut, avec des vis alène en 8. Et en dessous, en bas, sur la rampe des culbuteurs, vous avez aussi 3 fois 2 vis alène. Ça, je crois que c'est du 19. Vous vérifierez, je crois que c'est du 19 sur les rampes de culbuteurs. Alors essayez de ne pas mélanger vos rampes de culbuteurs, ça pourrait vous éviter d'avoir un réglage soupape à faire, mais moi j'ai préféré faire le réglage soupape. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment le faire. Quand vous allez démonter toute votre visserie, je vous conseille de la nettoyer au vinaigre. Vous voyez comment ça ressort? C'est très propre, hein. Moi je les ai passés 24 heures dans 48 heures même pour beaucoup, 48 heures dans du vinaigre. Et vinaigre blanc, simplement du vinaigre blanc sans le faire chauffer, sinon ça attaque trop fortement. Donc vinaigre blanc à froid pendant 48 heures et ensuite vous faites sécher avec un sèche-cheveux pour éviter qu'il y ait de l'humidité, du vinaigre ou même de l'humidité de l'air qui reste dans les pas de vis, parce que sinon ça rerouille. Mais si vous séchez bien au sèche-cheveux ensuite, vous n'aurez pas de soucis. Alors, je vous montre une pièce bien dégueulasse. Ça c'est un truc qui tient le pot d'échappement. J'ai une petite soudure à refaire dessus. Donc je vais le passer au vinaigre et vous verrez comment ce sera en ressortant. Ça va rester juste 2 jours dans le vinaigre. – 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 –– – –– – –– –– –– –– –– –– ––– –––– – 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
Ouais, peut-être 30 heures dans le vinaigre. Voilà. Vous vous rappelez dans quel état il était? Je pense que je vais vous mettre le rouillé et pas rouillé juste après, en image, comme ça vous verrez bien la différence. C'est magique le vinaigre. Les joints des sorties d'échappement et de l'air, c'est les mêmes. Vous voyez la différence? Il y en a une partie à gauche là. On voit bien que c'est l'échappement, ils ont plus rouillé, ils sont plus abîmés. Et les joints des tubulaires d'admission d'air sont beaucoup plus propres. C'est des joints de 2 mm en métal, ce sont les mêmes. Voilà. Échappement, admission d'air. Ça, c'est une jointure du pot d'échappement. Quand vous allez démonter toute votre visserie, ça, ce sont des écrous freins. C'est volontaire, vous voyez. On dirait des petites rondelles. N'essayez pas de les démonter, ce ne sont pas des rondelles. Ce sont des écrous freins avec, on dirait, une double rondelle soudée dessus ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment ça a été fabriqué. Mais en fait, ce sont des écrous freins. Donc il y a un point, on voit que ça complémente d'un côté puis de l'autre, ça fait comme un slalom, vous voyez, gauche, droite, un S. Et donc ce truc-là, c'est un écrou frein. Alors ça, c'est la visserie de l'échappement. Je l'ai nettoyée au vinaigre aussi. Elle est quand même, au bout de 30 ans, un petit peu, vous voyez, c'est limite après derrière pour refixer. Normalement, il y a une petite tôle, il y a encore un écrou à remettre. Il y a un écrou à remettre avec une petite tôle entre les deux. Alors, les écrous, vous allez pouvoir les changer s'ils sont trop vieux ou de mauvaise qualité. Mais ne changez pas votre visserie. En termes de qualité, enfin pas de qualité, de dureté du métal, c'est du 10.9. On voit ça, tiens, je repars dehors. On voit la dureté c'est inscrit sur certaines vis. Alors vous allez voir ici, bon c'est écrit à l'envers, mais 10.9, vous voyez à l'envers, je retourne, ça va être à l'endroit pour vous. 10.9 là, 10.9 ici aussi, hop, voilà, 10.9, c'est la dureté. Ça, c'est les vis de culasse, elles sont en 10.9, contrairement aux rampes de computer qui sont en 8.8. Et c'est c'est plus tendre, c'est moins dur comme acier, le 8.8. Le 10.9, lui, est beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud. Donc, vis de culasse en 10.9, rampe de culbuteur, par exemple, en 8.8. Si vous achetez de la visserie dans le commerce, vous trouverez du 8.8. Donc, si vous avez des choses à remplacer, sachez qu'en général, vous serez en 8.8. Il y a un code couleur, vous pouvez taper ça sur Internet. Le code couleur pour avoir du 19 sur les tiges filetées par exemple, c'est la couleur blanche. Ça se trouve assez rarement, il faut vraiment la chercher pour la trouver. Si jamais vous aviez quelque chose à remplacer sur les vis d'échappement, je retourne à l'intérieur. Sur les vis d'échappement, je vous conseille, c'est même pas un conseil, il faut remplacer sur du 19. Ce n'est pas, oui petit chat. Ce n'est pas du 18, ça c'est hyper, il faut que ce soit très résistant, c'est soumis à beaucoup de vibrations l'échappement. Donc gardez votre visserie d'échappement, elle est étudiée pour. Ça, ce sont les vis de la tubulure de l'admission d'air, les joints d'échappement, les joints d'admission d'air, les vis des caches culbuteurs qui elles sont en 8.8. S'il y a le zoom, ouais, 8.8. Donc vous aurez les caches culbuteurs, c'est du 13, celle-ci là, c'est du 13 à enlever. L'échappement, c'est essentiellement du 13 et du 16. Pour l'eau, vous avez juste besoin d'une clé de 13, vous aurez juste quelques écrous à enlever. Alors pour ce qui est de l'eau, on retourne dehors. Pour ce qui est de l'eau, la rampe d'eau, alors la voici la rampe d'eau. Vous avez, je la mets un petit peu en face, vous avez cette rampe-là qui arrive du, comment ça s'appelle? J'ai un blanc, le truc qui s'ouvre, le Calorstat. Le Calorstat qui s'ouvre, qui est à droite là, il est juste derrière, il est là. Ça c'est le Calorstat. Le mien je l'ai testé dans une casserole d'eau bouillante. Si vous avez à tester avec un thermomètre laser, vous testez, ou avec un thermomètre à température de l'eau, vous le mettez dans une casserole, vous faites chauffer l'eau avec un thermomètre et vous regardez à quel moment s'ouvre votre Calorstat. Là vous avez la tubulure, je sais pas comment on dit, l'arrivée d'eau, et vous voyez elle est branchée
hop, ici, je la dépose sur les 3 points ici, là et là. Donc les 3 arrivées au-dessus de la culasse. Ça, quand vous allez la dévisser, vous avez juste 2 écrous de 13 à chaque fois, 2 écrous de 13 sur les 3 fixations. Donc vous enlevez ça. Juste devant, vous avez un raccord avec une petite pompe électrique. Je pense, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être lié au circuit de chauffage d'origine intérieure. Moi, quand j'ai acheté le bus, le chauffage intérieur a été coupé. Donc je pense que cette pompe électrique et ce circuit-là qui remonte ici en haut, il y a la pompe électrique ici à gauche qui remonte en haut. Et cette tubulure qui est prise, hop, je la remets dans le bon sens, voilà, cette tubulure qui est prise sur la rampe d'eau, sur l'arrivée d'eau chaude, quand le calorsta quand tout est en train de chauffer au moteur, avant que ça s'ouvre à droite vers le vase d'expansion, le moteur chauffe et puis on a ici un retour avec une pompe électrique. Je pense que ce circuit-là sert tout simplement au circuit et ça remonte ici là-haut. Ça sert au circuit de chauffage. Et on voit ici, ça va ici. Et vous voyez, moi, ce tuyau-là, il était coupé. Parce que le gars, là, il avait enlevé le circuit de chauffage. Puisqu'il y a dedans, moi, j'ai un Truma pour le chauffage. Donc, cette pompe-là, je vais la remettre en place. Mais elle ne sert à rien du tout, dans mon cas. Je reviens sur les tubes d'admission d'eau. Les joints, c'est des joints papier qui, au bout d'un certain nombre d'années, sont défoncés. Donc j'ai été chercher une feuille de joint chez un mécanicien, ça coûte 3 €. Voilà. Et heureusement, il y a des parties propres. Je l'ai un peu plié, ça fait une semaine que je l'ai acheté, je l'ai gardé avec moi dans les travaux. Je vais découper, vous voyez, tout simplement, ici, clac, je vais poser ici et puis je vais découper 3 petites empreintes, 1, 2, 3 petites empreintes pour refaire. Donc c'est du 0,5 mm, 0,5 mm. On a regardé, le 0,8 était trop épais par rapport au joint d'origine. Donc c'est a priori pour moi du 0,5. Donc il faut redécouper sur mesure un petit joint pour l'arrivée en eau. Je dis arrivée ou sortie, j'y connais rien, je sais pas dans quel sens elle circule l'eau. Ça. Après, on a l'autre circuit qui est par derrière et qui là part vers la pompe à eau. Est-ce qu'elle part dans ce sens-là ou est-ce qu'elle arrive depuis la pompe à eau et qu'elle repart ça, mystère. Ok, je vous ai parlé de l'eau, clé de 13, acheter une feuille de joint en 0,5. Pour les tubulaires d'admission en air, vous n'avez pas besoin de démonter le gros filtre à air. Par contre, démonter le gros caoutchouc qui est là. Ça, c'est le gros caoutchouc qui est fixé dessus. Donc moi, j'ai enlevé le gros caoutchouc, le Y, qui est divisé en 2. Et puis après, il y a le collecteur. Enfin, c'est pas un collecteur, c'est pour l'échappement, mais ce qui divise l'air. Donc il y a le gros truc en caoutchouc, un truc qui divise en 2. Puis un truc qui redivise en 6, enfin 2 parties qui redivisent en 6. Et tout ça, ça vient se fixer en haut avec les vis Allen en Allen numéro 8, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On débranche l'eau. Vous allez aussi démonter vos injecteurs. Alors, quand vous enlevez vos injecteurs, protégez un petit peu cette surface-là. Là, moi, j'ai enlevé tout ça pour la vidéo. Vous mettez un petit sopalin avec du scotch pour être sûr qu'il n'y ait pas de la poussière qui remonte. Moi j'ai démonté mes injecteurs, je vous mettrai une petite vidéo, je les ai démontés après, j'arrivais pas à les faire sortir de la culasse, donc j'ai fait tomber les culasses d'abord et ensuite j'ai emmené mes culasses avec les injecteurs dessus, je les ai emmenés chez un mécano qui a utilisé un extracteur d'injecteur. Alors c'est quelque chose qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Si vous avez ce genre de pas de vis, le pas de vis qui est ici là, ça, et que vous arrivez à le souder à une sorte de grande tige avec un contrepoids, vous pouvez fabriquer un extracteur. Le but, c'est en fait de simplement... Un extracteur, c'est quelque chose qui va le tirer tout droit. Ne cherchez pas à tourner votre injecteur. Vous avez une clé de 30 ici. Ça, c'est une clé de 30 pour démonter le contre-écrou de l'injecteur, la contre-vis de l'injecteur qui sert
à bien fixer l'injecteur. Donc ça, c'est une sorte de bague qui va sortir. Et ensuite, ici, vous pourriez être tenté de prendre ça avec une clé de 24 pour tourner ou quelque chose comme ça. Ne le faites pas. En bas, il y a un petit détrompeur ici, qu'on ne voit pas très bien, mais on pourrait essayer de zoomer pour le voir. Vous voyez le tout petit trou juste en bas? Il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas faire tourner l'injecteur sur lui-même. Donc n'essayez pas avec une clé de 24 de prendre, c'est du 24 ça, n'essayez pas de prendre ça pour le tourner, pour essayer de le sortir, l'injecteur. Vous allez vous heurter à ce petit détrompeur et vous risquez de casser quelque chose. L'extracteur d'injecteur, le but c'est de le sortir en choquant l'injecteur, en faisant un choc pour le sortir vers l'arrière. Donc ça se fabrique assez facilement avec ce genre d'écrou, de bague, je sais pas comment on dit. Il faut que vous en récupériez un, ou alors vous allez trouver un mécano qui a un extracteur d'injecteur. Sinon, vous trouvez le même pas de vis que ça, que vous fixez à une sorte de masse qui peut coulisser sur un poids, un poids qui peut coulisser le long d'un axe, plutôt, c'est mieux dit. Je vais vous mettre une petite vidéo, je vais vous intégrer une petite vidéo de l'extracteur d'injecteur du gars que j'ai été voir. Et donc, quand vous tirez dessus, ça crée un choc et ça débloque l'injecteur et ça le tire de force dans son axe. Bon les amis, je suis chez West Injection. Il y a quelqu'un de bien sympa qui est venu me sortir avec les injecteurs avec un extracteur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une grosse masse qui vient tirer l'injecteur. Et voilà, et ils sortent. Donc faites-le pas vous-même avec des clés de 24 à faire tourner ou quoi, vous risquez juste de coincer de la calamine, de péter quelque chose. Trouvez quelqu'un, trouvez un mécano qui aura ce genre d'outil pour le fabriquer. Ou le fabriquer même. Ça c'est quoi? T'as un double écrou en fait? C'est un écrou à la limite avec un vieux tuyau d'injecteur, ça peut être faisable. L'écrou. D'accord. Vous soudez une tige dessus puis voilà. Ouais. Et ça peut même se fabriquer. Bah ouais, avec un peu de bon sens. Allez, j'en filme encore un. Et super, ok. Et on va sortir les 6 comme ça. Moi j'ai choisi de payer un professionnel pour qu'il me nettoie les injecteurs aux ultrasons. Ça m'a coûté 140 balles de nettoyer les 6 injecteurs. C'est pour ça qu'ils sont un peu brillants, ils sont très propres. Nettoyez-les vous-même si vous voulez, mais vous savez la petite buse, le petit trou là où ça fait gicler la poussière de gazole, je sais pas comment on dit là, cette vaporisation. Faut pas le frotter à la brosse métallique ou autre chose quoi. Donc si vous le nettoyez vous-même, faites-le de manière hyper précise sans l'abîmer. Je vous ai parlé de la tubulaire d'admission. Je vous ai parlé des injecteurs à enlever, à nettoyer. Si vous n'arrivez pas à les enlever avant d'enlever vos culasses et que vous devez emmener vos culasses pour faire extraire vos injecteurs ailleurs chez quelqu'un, à ce moment-là, quand vous ferez tomber la culasse, faites attention à ne pas faire tomber la culasse sur le plan de joint qui est derrière ici, là. Parce que la tête d'injecteur, elle dépasse de 2 mm environ. Donc, quand vous allez faire tomber la culasse par terre, quand vous allez la laisser tomber, posez-la dans n'importe quel sens, comme vous voulez, mais pas sur le plan du joint de culasse. Parce qu'il y a le petit injecteur, il y a 2 mm qui dépassent de la tête d'injecteur et il ne faut surtout pas l'abîmer. Ok, on a fait le tour. Quand vous enlèverez vos culasses, vous allez enlever d'abord les rampes de culbuteur en enlevant les petites vis qui sont là, les petites vis des rampes de culbuteur en bas, puis les grosses. Quand vous enlèverez les grosses, vous allez enlever les rampes de culbuteur. Notez dans quel ordre elles sont. Si vous êtes sûr de vos réglages soupape, ça vous évitera d'avoir à le refaire. Si vous voulez refaire les réglages de vos soupapes, ou si jamais vous perdez l'ordre, et du coup vous en foutez, vous pouvez les remettre dans n'importe quel sens, puisque de toute façon vous referez vos réglages soupapes. Je remontre l'astuce que Olivier a montré pour sortir les tiges sans perdre les butées, les poussoirs hydrauliques qui sont au fond. Donc ces deux-là, je les ai déjà secoués, ils sont bons, ils sont sortis. Celui-là, on sent derrière ça tire quelque chose, il y a quelque chose qui vient avec. Donc il ne faut pas tirer pour le décoller, il faut secouer. Là, il est toujours pris.
attends. Voilà, celui-là, ça y est, celui-là est décollé. C'est bon, il est décollé. Putain, il tourne celui-là. Il veut pas venir, attends. Celui-là, il vient pas. Ah voilà, ça y est. Et bah celui-là, il vient venu aussi. Ok. Et donc là, ils viennent tous un par un. C'est ça. Donc, ne pas tirer dessus vers vous, mais secouez-les de haut en bas jusqu'à ce qu'ils se décollent. Et quand ils sont décollés, vous le sentez, il n'y a plus aucune résistance. Et ils tombent. C'est ça, voilà. Ça fait de la musique. Pour les tiges de culbuteur, là, j'en ai qui venaient pas en les secouant. 3, elle vient. La 4 est sortie aussi. En fait, faut vraiment les secouer vraiment fort et il faut aller vraiment bien les cogner dans les angles hein, pour que ça fonctionne. Là, celle-là, par exemple, je l'ai secouée doucement, ça sortait pas. Et on va essayer plus fort. Voilà, c'est bon. Plus fort, elle sort et elle se libère. Voilà, pareil, celle-là aussi, c'est bon, ok. Donc il faut bien les brutaliser un petit peu. Bon, le mot est peut-être pas juste, mais il faut y aller quand même. Alors, j'ai essayé de desserrer, moi j'ai voulu faire le malin. Bon, j'ai un petit problème à l'épaule, pour mon excuse. Non, c'est vraiment vrai. J'ai une épaule en vrac, mais avec une épaule en vrac, impossible de desserrer la culasse. Donc je laisse mon ami Francky s'occuper de ça, qui est balèze, qui est un vrai balèze. Il se met de l'huile partout. Hein, t'as fait combien d'années de danse classique, toi? 5-6 ans. Ouais, oh, c'est tout? Ouais. T'as des jolies ballerines pour... Oui. Et on va voir si tu te démerdes bien quand même, mais je voudrais que les gens voient tes efforts. Ah, mais t'as pas l'air de trop forcer, c'est peut-être moi qui ai les bras de merde. Ah, c'est sûr. Alors, vas-y. Ouais, faut quand même y aller, quoi. Faut quand même y aller. Ok. Bon courage, les amis, pour desserrer les vôtres. On ne sait pas si ça marche. Alors, on sait pas si ça marche, mais au moins on montre qu'on est emmerdé. Ouais. La croix, elle passait pas. La croix en 19, elle passait pas au bout. Donc là, on a besoin de faire une rallonge. On a utilisé une rallonge de cliquet. Bah attends, on va doubler la rallonge. Toujours avec le système de croix. Et là, il manque un peu encore? Non, ça va aller. Attends, bouge pas, regarde. On a une autre rallonge si tu as besoin. On peut rajouter la petite, la moyenne. Ouais. Comme ça, tu sortiras de l'axe du... Donc là, rallonge plus rallonge. En bout de croix. Alors, il me faut des rallonges pour mettre sur la clé. Là, et là, il faut vraiment de la rallonge là aussi. Ouais, vas-y, essaye déjà. Ah, je pourrais pas. Tu l'as pas? Donc là, par contre, il va falloir trouver une autre rallonge parce que moi, je rentrais bien dans le petit embout, mais pas dans le gros. Non, tu l'auras assis, ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il est doué, ce Francky. Éclate-toi les doigts, vas-y. Ça passe? Ouais. Bon, bah voilà, les gars, petite astuce. Une clé plate dans le cul de la pipe de 19. Ah, il faut pareil, plus bas. Il faudra un cardan. Tu veux un cardan? Ouais. Tiens, j'ai ça là. En espérant qu'il soit fonctionnel. Ouais, il a l'air de bien marcher. Tiens. Ouais, attends. Alors, je vais mettre ça comme ça. Tout comme ça. Tout là. C'est quoi cette merde? Oui, Cléa. Faut graisser les machins là. Regarde, c'est tout rouillé. Oui, attends, bouge pas. Un petit coup de dégrippant pour que ça rentre. C'est bien rentré direct? Ouais. Ok. Là, il faudra aussi. Ouais. Voilà. Tu l'as mis ici. Ah, t'as mis la petite rallonge d'accord au bout d'abord en premier et le cardan après. Donc là, on a 19, petite rallonge. Non, tu vas inverser, ouais. Tu mets le cardan sur la pipe. Allez. On a du dossier, hein, de toi incompétent là, qui n'arrive pas à... Ça fait du dossier, hein. Ah, il coûte un poignet. Faut dégripper là. Je t'ai dit que j'allais te payer ou que j'allais te... Non, rien du tout, hein. Rien du tout, hein. Ah bah je vais y aller moi, tiens. Bah allez, bonne soirée. Allez. Ah, heureusement qu'on a les amis qui sont là.
Je t'inviterai à manger à la limite. Oh non, pitié. Bah, c'est pas grave, je vais inviter ta femme Mais plutôt. pas ça. Ah oui, je préfère. Allez. On a le cardan, la tige, les 2 rallonges et la croix. Est-ce que tu y arrives là, ici? Et la rallonge de clé de 21 prise dedans. Et Francky est balèze. Tu l'as eu? Je pense pas. Non, parce que ça rip. Tac, tac. Non, il faut. Ça va ripper. C'est quoi qui rip? Ça. Eh ben, tu peux pas le prendre d'un peu plus haut? Tu peux pas le mettre un quart de crou, incurvé un peu plus? Non, parce que j'ai besoin de cette. De cette prise-là? là pour forcer, ouais. Eh ben, Mais c'est que ça glisse, attends, on va ça trouver glisse. une autre rallonge. Ouais, ouais, Petite tentative en mettant une clé à pipe dans le fion de celle-là. Avec le pied. Et c'est bon, elle est sortie, c'est ça? Je l'ai entendu. Hein. Ouais, c'est bon. Et ben voilà les amis, les petites astuces. Donc voilà la rallonge qu'on a utilisée, c'était pour la dernière tout en bas à droite. Et celle-là. Et celle-là, qui sont très difficiles d'accès parce qu'on a les filtres à air. Donc on avait... Les filtres à air. Ça c'est le filtre à air qui est là. Remplissage d'huile. Le remplissage d'huile et le filtre à air qui est la le jauge truc. qui gêne. Et C'est la pas ça, jauge. c'est pas le filtre à air. C'est pas le filtre à air qui Non, gênait, c'est c'était ça. la jauge Ouais. et le filtre et le truc à huile. Donc là on avait un embout 19, un cardan, une petite rallonge, une grande rallonge, une croix, et au bout de la croix pour faire levier, une clé à pipe enquillée dedans. Voilà, on a réussi à se débrouiller avec ça et un gars balèze qui pousse fort. Quand vous allez démonter vos rampes de culbuteurs, il est possible qu'il y ait un peu d'eau qui sorte. C'est normal parce que ça libère un peu de pression. Moi j'avais un petit peu d'eau qui était sortie par derrière. Ensuite, quand vous allez faire tomber la culasse, il pourrait y avoir besoin, je vais prendre un tournevis pour vous montrer, sur le côté, de faire un espèce de levier, de prendre un petit peu comme ça sur le côté pour faire clac-clac, pour désolidariser, pour sortir la culasse, pour la débloquer. Parce que même si vous enlevez 1, 2, 3, 4 vis, puis ensuite vous avez encore 4 vis de culasse derrière, une là, puis une, 2, et encore une dernière ici, derrière, 4. Donc vous avez 8 vis pour la culasse. Quand vous aurez enlevé vos 8 vis, il est possible qu'elle reste un peu collée. Donc vous pourriez avoir besoin de faire levier derrière ici, pour débloquer la culasse. Quand vous allez l'enlever, vous allez avoir 10 litres de flotte qui va tomber. C'est tout votre système d'eau qui va se vidanger. C'est normal. Quand vous enlèverez vos vis de culasse, vous devez les enlever dans un certain ordre. On va remonter à l'intérieur du bus pour aller voir l'ordre dans lequel on doit démonter les vis de culasse. Il y a aussi le même ordre à suivre pour le remontage. Hop. Cet ordre, c'est celui-ci. Alors là, je suis sur les pages que j'ai imprimées, qui sont sur le groupe Facebook dans la revue technique. Donc merci à ceux qui ont posté ça. Vous voyez les ordres de visserie ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous respectez cet ordre-là pour visser et pour dévisser. J'avais coché 2-3 trucs, je vous les montre. Déposer le collecteur d'échappement en 3 parties. D'abord les parties extérieures, puis la partie principale. Déposer le collecteur d'eau, les injecteurs, les couvre-culbuteurs, les rampes de culbuteurs en commençant par desserrer les vis courtes et les tiges. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, desserrer les vis de culasse moteur à froid et dans l'ordre de serrage. Donc dans le même ordre, pas dans l'ordre inverse, ils disent, dans le même ordre. Mais bon, de toute façon, vous débloquez d'abord. Vous dévissez pas toute une vis en entier, vous la débloquez d'abord, vous passez à la suivante, vous débloquez chacune, puis après, vous, petit à petit. Si les injecteurs n'ont pas été déposés avant la dépose, ne pas faire reposer celle-ci sur le plan de joint, ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des choses un petit peu à discuter, 2 minutes là. Moi par exemple, je vous donne mon exemple. J'ai changé mon joint de culasse parce que j'avais un problème à la pompe à eau et j'ai pas trouvé tout de suite la bonne pompe à eau. Donc il a fallu que je cherche et j'ai fini par trouver un revendeur de pompes à eau générique sur internet. Il vendait des pompes à eau pour bateau, des pompes à eau pour piscine, des choses comme ça. Et il a trouvé ma pompe à eau que j'avais démontée, pris en photo, on avait bien regardé tout ça. Donc je me la suis fait envoyer par internet, j'ai dû payer ça 400 balles ou un truc comme ça, ou 200 balles, je sais plus, bref, un certain prix.
C'était il y a 2 ans maintenant. Mais j'ai pas pu la changer tout de suite parce que j'ai galéré un peu. Et comme j'étais sur les routes, je roulais et j'essayais de pas trop chauffer. Je roulais un petit peu 10 km, puis dès que ça chauffait, je m'arrêtais, puis je rechauffe, puis ça montait. Et dès que je montais en température, j'avais un voyant qui s'allumait des fois, qui faisait dit, dit, trop dans la température. Je m'arrêtais tout de suite sur le bord de route. Donc j'ai fait plusieurs trop de chauffe, plusieurs fois trop de chauffe, mais des petites chauffes. J'ai jamais été j'ai jamais roulé 10 km avec un voyant allumé. Mais plusieurs fois, j'ai atteint la surchauffe sur 200 mètres, 500 mètres, 1 km, et hop, tout de suite, je m'arrêtais, je coupais le moteur, puis j'attendais que ça refroidisse. J'ai fini par avoir un joint de culasse à faire à cause de ça, parce que j'ai mis trop de temps à changer ma pompe à eau qui était défectueuse. Il fallait que je rajoute à chaque fois du liquide de refroidissement. Je perdais en fait ma pompe à eau, elle avait une fuite au niveau du joint torique, donc de l'axe principal, et j'avais une fuite. Et pendant 1 an, j'ai roulé avec des petits moments où parfois je manquais d'eau. Donc peut-être 10, 15, 20 fois, ça a surchauffé. Et à chaque fois, c'était très court, mais ça a été de manière répétée. Donc j'ai fini par avoir un joint de culage, je l'ai su parce que j'avais après avoir changé quand même ma pompe à eau et avoir un système d'eau qui fonctionne parfaitement. C'est pour ça que je vous parlais du Calorstat que j'ai testé aussi, parce que je me demandais pourquoi mon moteur surchauffait quand même. En fait, j'avais, à partir du moment où je démarrais, pendant quelques kilomètres, ça allait bien. Puis, quand le moteur commençait à chauffer, au bout de 5, 10, 15 km, quand le moteur commençait à chauffer, j'avais en même temps une surchauffe, je montais carrément en surchauffe, et j'avais une baisse de puissance. Ça ressemblait à une prise d'air, on ne savait pas trop. Et donc, on s'est orienté sur le joint de culasse et on a bien fait, puisque au niveau du 3e cylindre, j'avais bien effectivement une partie un peu brûlée. Voilà, donc si vous avez eu une grosse surchauffe, il va falloir faire quelque chose de différent, je vais vous parler juste après. Si vous avez eu qu'une petite surchauffe, peut-être de manière répétée, moi j'ai été voir ça s'appelle Chaplin, il y en a un à Rennes et un à Nantes, alors peut-être que c'est un truc national. Chaplin, c'est une entreprise qui fait du micro-resurfaçage, enfin de la micro-mécanique. Ils resurfacent des culasses, entre autres. Et il y a 2 types de choses qu'on peut faire pour une culasse. On peut la mettre à l'épreuve, donc quand on la met à l'épreuve, il bouge tous les trous, il la met sous pression et il vérifie qu'il n'y a pas, qu'elle n'est pas fêlée quelque part et qu'il n'y a pas de l'huile qui peut passer dans l'eau ou de l'eau qui peut passer dans de l'huile. Bref, quand ils la mettent à l'épreuve, ils la mettent sous pression. Ça coûte environ 100 € hors taxe par culasse, donc comptez 360 € pour l'ensemble des 3. Ça, les culasses fêlées, ça arrive que si vous avez vraiment eu une grosse surchauffe. Moi, étant donné que j'ai pas eu de grosse surchauffe, que j'ai eu juste quelques petites surchauffes qui ont été un peu répétées, mais quelques très petites surchauffes, eh bien, il n'y a pas eu besoin de mettre à l'épreuve. C'est les gars de là-bas, de Chaplin, qui m'ont dit « t'as pas besoin de mettre à l'épreuve ». Pareil pour ce qui est du resurfaçage, si vous avez une grosse surchauffe, il peut y avoir une déformation de la culasse. Maintenant, c'est quand même un sacré bloc en fonte. Donc là, pareil, moi, n'ayant eu que des petites surchauffes, vraiment, j'en ai eu 10 ou 15, mais je me suis arrêté au bout de 500 mètres. Dès que ça a sonné à 90 degrés, tout de suite, je m'arrêtais. Ils m'ont dit, franchement, on les a regardés à l'œil avec une règle et tout, ça ne suffit pas. Hein. Clairement, ça ne suffit pas. C'est au 10e de millimètre, voire peut-être même au 100e. Mais de ce qu'on a vu, c'était vraiment, il y avait rien de visible. Et je dis ça ne suffit pas parce qu'il ne faut pas vous fier à votre œil ou à une simple règle métallique. J'avais acheté une règle métallique, comme ça, je repose. J'ai acheté une règle métallique comme ça en me disant tiens, je vais vérifier la planéité, le surfaçage de mes culasses avec cette règle-là. Elle me servira pour d'autres choses, mais c'est pas comme ça qu'on vérifie une culasse. C'est au 10e ou au 100e de millimètre. Mais là, en l'occurrence, ils m'ont dit, pareil, c'est 100 € hors taxe pour le resurfaçage des culasses. Donc, étant donné qu'a priori, j'ai juste eu un joint de culasse qui a chauffé à plusieurs reprises, il n'y a pas lieu d'imaginer que la culasse a été complètement déformée. Pas avec quelques petites surchauffes, sans qu'il n'y ait de grosses surchauffes. Mais si vous avez eu des grosses surchauffes, il peut y avoir besoin soit de faire une mise à l'épreuve des culasses, soit de faire un resurfaçage des culasses.
On commence à avoir parlé là de pas mal de sujets. Quand vous aurez fait tomber vos culasses, vous changez votre joint évidemment, mais il va falloir nettoyer l'intérieur de tous les accès que vous voyez à l'intérieur. Donc vous avez en bas les arrivées d'huile, à plusieurs niveaux vous avez les arrivées d'eau, et puis il va falloir nettoyer vos culasses aussi. Bon là je suis en train de gratter vu de la culasse, on est sur, par rapport au profil, on est sur donc le bas de la culasse ici, avec ici de l'eau, et ce truc-là, ce trou-là communique avec celui-ci. Celui-ci communique avec celui-ci. Et vous voyez, j'avais un très bon passage ici. Donc j'ai un très bon passage ici et j'ai ma... On ne peut pas voir ici, mais bref, j'ai ma languette qui ressort sur le côté. Et en passant ici, ça bloquait. Donc si on compare pas ou si on se dit, bon, je sais pas, ça a l'air d'être nettoyé le trou, non, en fait, celui-ci, il doit ressortir aussi au milieu. Et donc, pareil sur les autres. Ici, ça doit ressortir au milieu. Là, ça doit ressortir au milieu. Va falloir qu'ils communiquent ensemble et que vous ayez cherché qu'il n'y a rien de bouché. Moi, par exemple, celui-ci, il est bouché. Donc, il va falloir que je m'acharne dedans jusqu'à ce que ça rentre complètement. Et que je puisse vérifier. Donc là, entre ça, qui est très utile. Moi, je vous dis, j'ai rien trouvé d'autre. J'ai été chez Brico, j'ai été chez Carrefour, j'ai été Leclerc, Casto, le Super U. Et j'ai rien trouvé de mieux que ma fameuse boîte, qui est un nettoyeur de puits d'injecteur pour voiture, qui coûte une 30aine d'euros chez Carter Cash. Et c'est cet ustensile-là qui, pour moi, en tout cas, est le plus idéal, le plus pratique. Pour aller nettoyer, vous voyez, il se tord bien. Il est monté sur une tige en métal qui est plutôt flexible. Et qui permet de bien aller dans les coins. Ça, plus la soufflette. Et puis je vais continuer comme ça. Bon courage pour vous, nettoyez bien les vôtres. Bon, et puis maintenant, je viens de voir aussi que ce même trou qui passe à droite vers celui-ci, il remonte un peu en biais ici à gauche, il fait le tour. Ici, on a un gros trou d'arrivée d'air sur la gauche, mais ici, celui-là en eau, il fait le tour derrière ici et il remonte jusqu'en haut ici. Et on voit bien quand on souffle que d'un côté, je souffle ici et en haut, je souffle sur la partie qui ressort là-haut. Donc là encore, très pratique vraiment ce petit bitonio parce que je peux l'enfiler. Ouais. Voilà. J'essaye de vous montrer jusqu'où je l'ai enfilé, vous voyez ? Je l'ai enfilé jusque là, donc je le reprends à la racine et regardez tout ce que j'ai mis dedans. Vous voyez, il est rentré de... Je sais pas si on voit vraiment. Il est rentré de tout ça jusqu'à ma main. Donc là, si je le tords à peu près dans l'axe où il était, et j'ai vraiment fait tout le tour. Je suis parti de ce petit trou là et j'ai remonté à l'intérieur jusqu'à l'autre. Donc avec une tige de biberon comme ça, métallique, plus une soufflette, vous devriez pouvoir dégager tous vos trous. Donc celui-ci vers le haut, vers la droite, celui-ci vers la gauche et vers le haut aussi. Les vis, les injecteurs, je vous ai déjà tout montré tout à l'heure. Bon courage. Bon c'est pas symétrique hein. Donc là il y en a un qui part en haut et qui fait un cercle comme ça. Il y a de la lumière ici, je vais me mettre là. Il y en a un qui part ici à gauche en haut et qui fait un cercle comme ça à revenir. Ici ça part plutôt en direct en haut ici en ligne droite. Ça fait pas un cercle, ça part pas là-bas. Ici on peut repartir directement vers l'intérieur. Mais donc ça plonge complètement vers l'intérieur. Alors que ici, pas vraiment. Il y a un petit passage, mais qui est beaucoup plus petit. Celui-ci, celui de droite, il part beaucoup plus au fond. Celui de gauche, il revient, il est beaucoup plus serré. C'est pas symétrique, donc cherchez bien vos points de passage, mais passez partout, rentrez partout. Bon, encore un dernier commentaire. Hein. Ça a rendu l'âme en termes de petits fils de fer, mais il reste toujours la tringlerie qui est très intéressante. Et la plus compliquée pour moi à nettoyer sur chacune des culasses, c'est donc quand je prends la culasse dans ce sens-là, avec le bas de la culasse qui est ici et le haut qui est là. Donc c'est le côté de gauche, le trou de gauche.
à partir sur le côté droit. C'est vraiment... donc on peut monter en haut, ça passe plutôt bien. Là, ici, à partir sur la droite, mes trois culasses, elles étaient bouchées. Et c'est très compliqué pour certaines. On aurait presque l'impression, on se dirait, mais non, il n'y a rien ici. Et bien si, il y a. Il faut finir par rentrer. Et il y a bien un trou qui amène jusque là, sur les trois. Il m'en reste une à déboucher à droite. Et celle-ci aussi, elle se fait plutôt bien et à monter. Bref, voilà. En haut et vers la gauche, pour le trou de droite, ça va. En haut ici, ça va aussi. Et sur celui de gauche, à partir sur la droite, ça a été le plus compliqué sur les trois culasses. Voilà, pour vous montrer le passage de la partie gauche. Ça, c'est le troisième qui me restait à passer. Donc il a fini par passer, mais il a fallu forcer. Et donc il passe vraiment en ligne droite, celui-ci. Faut vraiment le courber dès le début et le passer. Bon, ben, un petit coup de nettoyage, vous allez voir les merdes qui sortent encore. C'est vraiment bourré de merde. Nettoyez bien. Bon voilà, j'ai terminé avec le côté des injecteurs. Il faut vraiment aller jusqu'à obtenir des fonds extrêmement propres, brillants, polis. Voilà, vous pouvez avoir ça avec ce genre de brosse. C'est toujours la même qui m'a beaucoup aidé. Brosse en métal que vous trouverez un peu partout. Et puis on a aussi une partie de l'eau ici. Donc c'est vraiment dans le circuit d'eau. Donc il y a ici plus les 4 petits trous qui sont en haut, plus le gros trou qui est là, plus ce trou là et ce trou là. Et bien tout ça c'est le circuit d'eau et c'est lui qui a le plus ressorti. Oui, il en reste encore un petit peu qui va sortir là. Un peu, ça fait déjà presque, je dirais bien 3 heures que je suis sur le nettoyage des culasses. J'ai passé 3 heures là-dessus et il y en a encore qui finissent par sortir. Donc là je vais arriver à la fin, je les secoue bien, je fais sortir les dernières miettes. Indispensable le pistolet à air. Si vous voulez vraiment nettoyer l'intérieur de vos culasses, il va vous falloir, en tout cas moi c'est ce que j'ai utilisé, c'était la tige de fer comme ça, une tige de fer torsadée qui avait des petits embouts métalliques, mais ils ont fini par sauter, comme les biberons, là, les tiges de nettoyage comme ça. On finit tous par partir. Mais ça a été extrêmement pratique pour rentrer et casser un peu la calamine, enfin les morceaux de rouille qui s'étaient formés pour déboucher. Le pistolet à air, indispensable. Et puis une brosse métallique comme ça, pour les injecteurs, et puis les trous, les gros trous, et puis aussi le gros trou d'arrivée d'eau ici. Bon voilà, moi je termine en air et puis je vais nettoyer le bloc moteur. Je vais peut-être pas vous reprendre des vidéos sur le bloc moteur, l'idée c'est exactement la même, nettoyer tous les trous. Je les avais graissés, les cylindres, donc il va falloir être très méfiant. Je vais mettre du sopalin, je pense, dans les trous des gros cylindres, parce que comme je les ai graissés pour pas qu'ils rouillent, comme ils sont à l'air depuis déjà 2 jours, toutes les poussières risquent de rentrer dedans. Donc je vais les boucher d'abord au sopalin, les cylindres, et puis je vais faire le même genre de nettoyage, puis à la fin il faudra bien souffler. On se retrouve pour le remontage. Pardon, j'ai oublié de vous présenter un outil, enfin je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est la feuille à récurer, là, l'éponge à récurer. Ce truc vert là, qui a été extrêmement pratique aussi pour polir les surfaces. Et puis le cutter, ça. Et la lame de cutter pour venir gratter, polir. Alors là, j'y vais doucement, on y va doucement, on passe en longueur. Il faut bien avoir enlevé vos injecteurs. Hein. Si vous n'avez pas enlevé vos injecteurs, vous allez niquer votre tête d'injecteur en faisant ça. Ça, et puis la règle pour vérifier qu'il ne reste pas une broutille. À un moment donné, je vous ai dit une bêtise. Alors, je vous ai dit, il reste quelque chose un petit peu au milieu, mais on s'en fout, c'est l'intérieur du cylindre ici. Donc, il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Voilà. J'ai oublié de filmer à un moment donné, de vous dire, on a beaucoup parlé des trous qui étaient en bas, de bien passer partout dedans et tout ça. J'ai oublié de vous parler des trous du haut. Ça aussi, ça fait partie du circuit d'eau. Donc prenez bien le temps d'aller les déboucher. Et je crois que moi j'en ai un que j'ai pas fait. Voilà, j'avais pas fait. Voilà, c'est ça. Celui-là, tu vois, il était effectivement
effectivement un peu bouché. Heureusement que j'y pense au dernier moment. C'est très très bien. Les trous du haut, j'avais un peu zappé de les faire. Je les avais fait à la soufflette, mais j'avais pas pensé à venir avec les tiges dans ceux du haut. Donc voilà. On va être bon. Je pense que cette fois-ci, on n'a rien oublié. Là, celui-là aussi un petit peu. Voilà. Ça aura été l'outil le plus utile, ce truc-là. Vous pourriez essayer avec un cintre, mais le métal, il risque d'être un peu dur. Sinon, procurez-vous quelque chose qui ressemble avec un métal qui puisse quand même facilement se tordre pour se faufiler dans les endroits où il y a besoin d'aller. Bon voilà, on est bien. On va remettre un petit coup dessous. Un dernier dégraissage à l'acétone après la soufflette qu'on a terminé. Vraiment, on est bien passé. Chaque trou, l'huile, tous les trous d'eau, y compris les petits carrés qui sont en haut, les petits points qui sont en haut. Le collier a été changé. Là, on a ressoufflé à l'intérieur des cylindres et bien venir souffler dans les creux là. Un dernier coup à l'acétone partout autour. J'ai fait aussi un dernier coup à l'acétone sur les culasses. Et puis c'est parti hein. Ancien joint de culasse, moi c'était un grand avec les 6 culasses d'un coup, avec les 6 cylindres d'un coup, en plastique. Ouais, il était plastifié quoi. Il était même en métal à l'intérieur. Il était en métal partout avec une surface plastifiée. Le nouveau, qui sont des doubles, c'est fibré. Et il n'y a que cet anneau qui est en métal. Donc quand vous allez les saisir, si vous avez les mêmes joints que moi, évidemment, les prenez pas par un côté. Vous risqueriez de les casser. Soulevez-les verticalement, tenez-les par l'anneau et manipulez-les comme ça. Cherchez pas à les prendre à l'horizontale, de leur propre poids, ils pourraient casser et ce serait vraiment dommage. Je rappelle la référence. Voilà, elle est écrite. Je ne vais pas vous la lire, vous la voyez. Voilà, je l'arrêterai après. Donc là, je vais huiler. J'ai mis un peu d'huile dans une soucoupe là qui est aimantée. Donc, bon, j'huile le pas de vis et aussi le filetage. Le filetage. Ça, c'est pas un pas de vis. C'est un pas de vis, c'est un filetage. Et la surface d'appui. Et puis, je la mets là. Une première, une deuxième. Filetage. L'appui. Je la mets en place. T'es quand même vilain, hein, quand même. Et le joint de culasse, tu l'as mis en place du coup? Oui, il l'a mis en place, Franck. D'accord, tu l'as mis en place ici, il tient. Je pensais qu'on le mettrait sur la culasse, j'avais dit tout à l'heure, mais non, tu le mets plutôt sur le bloc moteur. Parce qu'il y a les tétons de centrage, regarde. Eh ben, c'est magique. Bon, ben voilà. Il est en place. Ça fait partie des conneries que j'aurais dit dans la vidéo. Voilà. Ben, c'est bien parce qu'il vaut mieux l'avoir fait la connerie et que tu montres après la résolution de la connerie. Ouais, mais j'en fais aussi des conneries. Ok. On s'est aperçu en redémontant que finalement, l'huile, on en a trop mis sur les vis et du coup, c'est très bien hein, du coup d'avoir eu besoin de redémonter puisque ça en a foutu plein derrière le joint de culasse. Il est graisseux maintenant, donc on doit redégraisser le joint de culasse, redégraisser à l'acétone la surface. Alors ça, faut faire gaffe parce qu'en fait, si le moteur est horizontal, c'est pour ça en fait. Ouais. Quand on fait un joint de culasse sur une voiture, en fait, le plan est vertical. Enfin c'est l'inverse, oui. Là, on a un plan vertical. En fait, le fait de mettre de l'huile sur les tiges filetées, ça a coulé ici. Coule pendant le cirage. Donc on va essuyer les vis, elles seront grasses, on va les essuyer. Ouais, il faut les graisser comme on a dit, mais il faudra les graisser beaucoup moins. Pour pas qu'il y ait de l'huile qui passe. On va souffler l'excédent qu'il y a dedans et on va essuyer les vis. Et donc il faut les graisser quand même, mais les essuyer après essuyer après les avoir huilés, quoi, pour pas que ça coule partout. Mais c'est bien d'avoir vu ça parce que de l'huile sur un joint de culasse, c'est pas dans le temps, ça tient pas. D'accord, ok. Ouais. Quand vous remontez, vous remontez dans l'ordre inverse, hein, tout ce que vous aviez démonté. Donc moi dans l'ordre, ce que j'ai démonté, c'est d'abord les tubulaires en air qui prenaient beaucoup de place, l'eau, l'échappement aussi. Donc j'avais démonté ces trois-là. J'avais dévissé mes injecteurs et puis j'avais protégé avec du sopalin et des petits élastiques qui tenaient tout ça. Ensuite, vous enlevez les caches culbuteurs. Vous enlevez les rampes culbuteurs, en commençant par enlever les petites vis du bas. Les grosses du milieu. Quand vous enlevez vos rampes culbuteurs, essayez de les garder dans le bon ordre. Mais je vous conseille quand même de refaire vos réglages soupape. Ensuite, vous démontez
vos vis de culasse dans le bon ordre. Vous faites un levier sur le côté gauche s'il y a besoin. Vous enlevez vos culasses, vous les gardez dans le bon ordre aussi. Moi, j'ai fait une petite empreinte à la meuleuse, là, au lapidaire. J'ai fait une petite empreinte en haut. 2 empreintes ici, on voit pas bien la deuxième à droite. Voilà, 2 empreintes et 3 empreintes pour savoir dans quel ordre elles étaient, pour bien remettre les culasses au bon endroit. Mais normalement, de toute façon, c'est censé être les mêmes. Hein. Vous démontez vos culasses, vous avez 10 litres de flotte qui tombe, vous changez votre joint, vous nettoyez d'abord. Si ça doit durer plusieurs jours, ah oui, un détail. Moi, j'ai graissé l'intérieur des cylindres et les pistons. Parce que comme ça, je devais aller le lendemain, le surlendemain, chez Chaplin, chez West Injection pour mes injecteurs, tout ça. Eh bien, j'ai graissé l'intérieur des cylindres et le fond des pistons pour pas que ça rouille. Donc pensez à faire ça. Quand je dis graisser, c'est avec de l'huile, hein, simplement. Hein. J'ai pris un peu d'huile. Et j'ai huilé avec un sopalin. J'ai huilé l'intérieur pour pas que ça rouille. Procurez-vous une clé dynamométrique. Vous en aurez forcément besoin. J'ai appris, tiens, je vous le dis, une clé dynamométrique. Moi, je pensais, les mécanos vont me prendre pour un débutant, mais je pensais que ça, à un moment donné, ça faisait clac, 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 avec plusieurs sauts, quoi, comme une perceuse, quand elle a fini, elle fait clac, 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 clac. Elle saute le cran. Et je pensais que la clé dynamométrique, à un moment donné, bah, ça ferait clac, 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 puis qu'elle sauterait quand elle arriverait au réglage qu'on lui a donné. Et non, en fait, elle fait juste un petit tic, 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 à l'intérieur, mais elle le fait qu'une fois, c'est même pas plusieurs, je fais tic tic tic. Mais donc quand vous avez réglé votre clé dynamométrique sur le bon réglage, et bien ensuite vous avez juste un moment où vous allez sentir quand elle atteint la force du réglage que vous avez réglé, à un moment ça fait clac, enfin ça fait juste tic à l'intérieur une fois. Et vous pouvez continuer à forcer, mais ne forcez pas plus, parce que si vous avez eu le petit tic, et ben c'est que vous avez atteint le réglage que vous avez. Donc vous réglez ça avec une molette ici, et puis à l'intérieur, ça doit changer quelque chose, un levier de force, un point de force ici, qui fait que c'est plus ou moins résistant, et vous avez juste un petit tic qui se fait. Quand vous avez le petit tic, c'est que vous êtes arrivé à votre réglage. Les réglages des rampes culbuteurs, c'est pas le serrage des rampes culbuteurs, pour ce qui est des vis qui sont là, la petite en dessous et la grosse, c'est 28 Nm, contrairement aux culasses qui sont serrées à 180. Donc vous voyez, on est un peu en dessous pour celle-là. Les injecteurs, j'avais pas les. Il faudrait normalement un adaptateur. Il y a des clés comme là, cette Facom là, où on démonte. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Ouais, voilà. On enlève l'embout et à la place, on met un embout en U, une sorte de fourche, pour venir prendre l'injecteur sur le côté avec une clé de 30. Et puis on peut serrer aussi à la dynamométrique. Mais comme j'ai pas cet embout en U, en fourche, et ben du coup je les ai serrés à la main, donc je les ai serrés assez fortement. Bon chacun fera bien comme il veut pour ce genre de choses. Je pense qu'on a fait le tour. Faites votre vidange avant d'ouvrir vos culasses, puisque vous allez avoir plein d'huile qui va sortir si vous enlevez vos culasses. Donc pensez à vidanger avant. Pensez à ouvrir vos joints de vidange. C'est de la clé de 24 en dessous. Si vous avez l'occasion, changez vos durites de retour d'injection. Vous savez, c'est les durites qui passent d'un injecteur à un autre. Alors, un petit détail concernant les durites de retour d'injection. Vous avez 2 capuchons, un à gauche, un capuchon noir ici, et puis un autre à droite. Moi, je les ai laissés du coup là au bon endroit. Je les ai remis après les nettoyages d'injecteurs et tout ça. Je les ai remis au bon endroit. Vous avez 2 capuchons pour fermer le retour aux 2 extrémités. Puis ensuite, ça fait un retour sur là, et puis ici un retour sur là. Et à droite, pareil, il y a le capuchon à l'extrémité, un retour sur ici, en haut là, clac, ici. Et puis ensuite, d'ici, un retour sur l'autre, en haut. Et au milieu, ici, là, donc on est vraiment sur un retour de là à là, puis de là à là. Et là-bas, un retour de là à là et de là à là. Et au milieu ici, vous avez une jointure avec un petit T. Alors, je vous le montre ici, il descend.
c'est le retour de la pompe d'injection, enfin c'est un retour au circuit de gazole. Vous avez un petit, une partie en caoutchouc, vous avez un tube en caoutchouc comme ça. Sauf que ce petit T, tiens, je vais faire une pause et je vais aller vous chercher le nouveau que j'ai acheté. Voilà, le petit T que j'ai racheté. Alors moi, je l'ai trouvé chez Carter Cash au rayon du lave-glace. Mais c'est un morceau de plastique très, très rigide, hein, qui est très solide, qui va supporter largement du gazole. C'est pas un petit truc en plastique mou, poreux ou quoi, hein, c'est du plastique dur. Celui qui était d'origine, il avait une trentaine d'années. Et donc forcément, dès que j'ai tiré sur la durite, en essayant de le débrancher ou quoi, il s'est plutôt cassé que débranché. Donc moi j'ai choisi de changer les durites. Là je vais couper ce petit bout là avec le bout de plastique qui est cassé. Et vous voyez, je vais en mettre un nouveau. Et c'est au milieu que se réunissent les durites de gauche et de droite. Donc là comme ça. Ces durites là que vous rebranchez une à droite et une à gauche. Et puis en haut, elles remontent vers le... Donc ça c'est le circuit de retour d'injection. Les bouchons de vidange d'huile, ils sont très épais. Ce qui tombe très bien parce que chez West Injection en tout cas, moi qui sont quand même ils sont bien fournis, ils sont très épais, c'est du cuivre très épais. On les a regardés, ils sont parfaits, il n'y a rien à redire. Ils sont pas écrasés, ils sont beaux. Ils m'ont dit ça tombe bien parce qu'on n'en a pas d'autres. Donc gardez-les vos joints d'huile. Les bouchons c'est de la clé de 24 en dessous. Gardez bien vos joints puisque normalement il n'y a pas de raison qu'ils soient affectés. Ils sont tellement épais qu'ils ne sont pas censés être défoncés. Pensez à utiliser du dégrippant sur toutes vos pièces rouillées. Bon, Rappi il est chouette. Et bon, le WD-40 sinon qui est très connu. Utilisez du dégrippant, mettez-en 24 heures avant ou 48 heures avant. Mettez votre dégrippant avant, laissez-lui le temps de... Comme ça va vous faciliter les tâches après. En parlant de nettoyage, on s'aperçoit d'une chose supplémentaire. Vous voyez, à gauche du premier cylindre, au-dessus, il y a un raccord avec une arrivée d'eau. Et vous voyez comment c'est fissuré ici à cet endroit-là. Donc là, on va changer ça. Quand vous avez votre culasse démontée, c'est pareil. Si vous avez l'occasion de vérifier cette jointure, ce petit morceau de la caoutchouc, cette durite, parce que s'il faut la changer, c'est le moment. Il y a un accès, donc c'est vraiment le moment de la changer. Douille de 7 pour serrer les colliers. Voilà, c'est bon. Donc là on est bien après la jointure. Ouais. Ça garantit l'étanchéité en cas de rupture de là. Ouais. On est bon? Ouais, alors là une passe coupante. Et puis je vais vous joindre juste maintenant un petit add-on, un petit tuto en plus. Quelques commentaires que j'ai fait sur les réglages des soupapes, puisque tout à l'heure je les ai réglés. Et donc voilà, je vais vous faire un petit copier-coller maintenant. Bon les amis, on est rendu au réglage soupape. Alors, au début j'avais du mal à trouver les points morts hauts. Et puis... merci ChatGPT pour le coup, qui m'a bien aidé, vraiment bien aidé, parce que sur internet on trouve un peu tout et à boire, à manger et à vomir. Il y a du contenu dans tous les sens et je savais pas où avoir des bonnes sources d'informations. Donc j'ai failli faire une bêtise, j'ai failli en tournant le volant moteur me dire bon, certaines culbuteurs sont enfoncées, donc ça veut dire que l'autre est au repos, donc je règle celui qui est au repos. J'ai commencé à le faire, j'étais plutôt en confiance et puis je pense que c'est une erreur puisque en continuant de tourner le volant moteur, ensuite je revenais vérifier ceux que j'avais déjà réglés et il se trouve que le jeu avait un peu changé, peut-être à cause des compressions, quand on est au point mort on est en compressé, peut-être parce que il y avait des choses qui sont quand même peut-être un petit peu en appui ou je sais pas, bref. Donc j'ai été un peu plus loin pour comprendre comment trouver les points morts hauts, sachant qu'on voit pas les pistons. Et il se trouve qu'en tournant mon volant moteur, tiens je vous montre où est le volant moteur, vous avez en dessous, hop là,
vous avez à gauche de toute la rampe là, des culasses, vous avez l'embrayage et sous l'embrayage, vous avez un trou. Vous avez un trou ici, rien à voir avec les trous de vidange qui eux sont sous le moteur. On a 2 trous de vidange sous le moteur. Et là c'est vraiment sous l'embrayage, sous la cloche d'embrayage, vous avez un trou qui n'a pas de bouchon. Et là-dedans vous pouvez passer un tournevis et vous accédez au volant moteur. Alors, je vais voir si je peux, avec une lumière, vous montrer quelque chose. Alors, vous voyez le volant moteur là? Vous y accédez, vous avez les dents crantées. Vous pouvez le faire tourner par ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit chiffre 0 qu'on aperçoit à peine peut-être. Là j'ai atteint le 0 en tournant. Vous tournez sur la partie droite, je vais mettre là d'un côté vous avez les dents et de l'autre côté vous avez des chiffres qui défilent. Et moi à un moment donné je vois l'inscription 72, je fais défiler puis je vois 65, 44, 30, 20, puis je descends jusqu'à 0. Et à 0, j'ai mon point mort haut du cylindre, numéro 1, puisque les 2 culbuteurs sont relâchés. Si jamais j'avais vu un culbuteur appuyé, il aurait fallu que je fasse tourner le volant moteur de 360 encore et que je lui fasse faire un tour complet pour trouver mon point mort haut. Alors à comprendre pour le réglage de vos soupapes. Le volant moteur, il fait 2 tours complets pour qu'un piston ait fait ses 4 temps. Donc il y a d'abord 2 temps sur un tour 360 degrés du volant moteur, et puis il y a les 2 temps suivants sur les autres 360. Pour calculer, donc en fait on a 720 degrés, 2 tours, donc 2 fois 360, on a 720 degrés qui correspondent à une rotation complète du moteur pour que les 6 pistons aient fait dans l'ordre 1, 5, 3, 6, 2, 4 je crois, pour que chaque piston ait fait son mouvement et qu'on revienne au point mort haut du premier cylindre. 720 degrés, 2 tours complets du volant moteur. Ce qui veut dire qu'on a 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 4. À chaque fois, chaque piston qui va péter, il faut qu'il pète sur 1/6 du temps, 1/6 des 720 degrés. 720 degrés, vous le divisez par 6, ça vous donne 120. Et donc tous les 120 degrés, vous avez un point mort haut. Donc là, je vais regarder mon volant moteur et je vais le faire tourner avec un tournevis sur la petite dent crantée. Je vais le faire tourner de 120 degrés dans le sens normal de rotation du moteur. Je vais vous en parler juste après, du sens normal. Je vais le faire tourner de 120 degrés et comme c'est marqué en dessous, je vais trouver les 120 degrés. Et je sais que je serai au point mort haut du cylindre numéro 5. Puis je rajouterai encore 120 degrés et je serai au point mort haut du cylindre numéro 3, etc. Et à chaque fois, on rajoute 120 degrés et on passe du 1 au 5, 3, 6, 2, 4. Et encore 120 degrés et on revient au point mort haut du premier cylindre. Pour trouver le sens de rotation du moteur, alors je vous explique. Sur le 0836, moi j'ai un moteur MAN 0836, quand on regarde le moteur depuis l'avant, ça correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je m'explique. Le moteur depuis l'avant, ça veut dire qu'on est tourné. Je vous montre par rapport à mon bus. J'ai l'arrière du bus ici. J'ai l'avant du bus là-bas. Il faut que je refasse la peinture, je sais. Les soupapes d'échappement sont sur le côté gauche. D'abord, j'ai une soupape d'échappement à gauche quand je me rapproche, une soupape d'échappement, une soupape d'admission. Échappement, admission, échappement, admission, échappement, admission, échappement, admission, et on termine sur une admission. L'avant du moteur
est à gauche, c'est-à-dire sur l'arrière du bus. L'avant du moteur est à gauche. Les soupapes d'échappement, vous les repérez, elles ont un double ressort à l'intérieur. Alors que les soupapes d'admission ont un simple ressort. Donc vous regardez, n'importe quelle, hop, double ressort, soupape d'échappement, juste à droite, simple ressort, vous avez une soupape d'admission. Les soupapes d'échappement sont toujours situées du côté avant du moteur. Donc l'avant est sur le côté gauche, ce qui correspond à l'arrière du bus. Quand je me mets dans ce sens-là, d'accord, là je regarde l'avant de mon moteur, je vois d'abord l'avant de mon moteur, et l'arrière de mon moteur est à droite. Donc l'arrière de mon moteur est plus vers l'avant du bus, et l'avant de mon moteur est plus vers l'arrière du bus. D'accord ? C'est comme ça. Quand je regarde mon moteur dans ce sens-là, je vais devoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si je regarde mon bus vers l'avant, là-bas j'ai ma porte avant, là, je vais devoir tourner mon moteur dans ce sens-là. Si je me tourne dans l'autre sens du bus et que je le regarde vers l'arrière, alors je dois tourner dans le sens horaire. Ça, c'est le sens de rotation normale du moteur. C'est dans ce sens-là que je vais tourner mon moteur au niveau du volant moteur, que je vais tourner les 120 degrés pour avoir, après le point mort haut du cylindre numéro 1, pour avoir le point mort haut du cylindre numéro 5. Je vais donc voir les chiffres décroître sur le volant moteur. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais j'imagine que puisque c'est à 0, eh ben, je vais enlever 120, donc je vais descendre jusqu'à 240. Et c'est normal. Les chiffres qui décroissent, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Voilà, je vous laisse régler vos soupapes. À chaque fois, sur l'échappement, vous réglez 0,25. Donc vous testez avec la cale de 0,25. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Vous testez avec une cale de 0,25. Elle doit glisser en forçant un petit peu, mais elle doit passer. Et puis vous testez la cale de 0,28. Et la 0,28, pardon, j'essaie de vous montrer, mais... La cale d'au-dessus, pour moi, c'est 0,28. Donc la 0,25, elle glisse en forçant un petit peu. Et la 0,28, elle passe pas. Et ça veut dire qu'on est bien à 0,25. L'échappement se règle à 0,25 et l'admission se règle à 0,20. Donc vous testez, la cale de 0,23, elle doit forcer et elle ne doit pas passer. Voilà. Voilà comment j'utilise mes deux mains tout seul pour régler mes soupapes. Donc j'ai coincé là je suis sur un échappement. Donc j'ai coincé ma pige à 0,25. Je me prépare avec ma main droite. Bon, je suis droitier, débrouillez-vous. Je me prépare avec ma main droite, je tiens mon tournevis qui va me servir à ajuster le serrage. Là par exemple, elle est un tout petit peu souple. Et ma 0,28, elle passe aussi. Donc je pense que je suis à 0,28. La 0,30, elle bloque, mais je suis un tout petit peu au-dessus. Donc je me prépare avec la main droite à tenir cette vis-là. Avec la main gauche, je vais prendre une clé de 17, qui est juste là. Je vais prendre ma clé de 17. Je vais ouvrir le contre-écrou avec la clé de 17. Serrer un tout petit peu avec ma main droite. Et avec ma main gauche, je vais refermer le contre-écrou. Normalement, tout seul, vous êtes capable de faire votre réglage soupape. Voilà, donc j'ai testé, maintenant la 0,25 elle glisse en frottant et la 0,28 elle ne passe pas. Donc j'avais ma main gauche ici pour le contre-écrou, ma main droite ici, et puis dès que j'ai resserré le contre-écrou, je refais le test avec la 0,25 qui doit bien glisser en frottant un petit peu de force, mais elle passe, et puis la 0,28 qui bloque. Donc je suis bon avec ma 0,25. Je passe en 0,25 et la 0,28 bloque. Voilà. Je vous l'ai écrit vite fait. Donc quand vous réglez votre point mort haut du cylindre numéro 1, vous avez une soupape enfoncée sur le 6, etc. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Et vous retrouvez en dessous 6, 2, 4, 1, 5, 3. Et voilà, vous tournez et quand vous voyez que moi, mon culbuteur sur le 1, ma soupape du premier cylindre, il est enfoncé, je sais que je suis rendu à régler le 6.
toute façon, bon, vous allez vite vous rendre compte quand vous avez fait à peu près un tiers de rotation du moteur. Vous vérifiez quelle soupape est enfoncée. Et en fonction de la soupape qui est enfoncée, vous savez que vous êtes au point mort haut de quel cylindre. Bon les amis, comme il n'y a pas de repère sur... j'ai compté le nombre de dents. Donc on a 142 dents sur le volant moteur. Je vous rappelle que moi j'ai un MAN 08136. J'ai 142 dents sur mon volant moteur. 360 degrés, une règle de 3, ça nous donne 47 dents tous les 120 degrés. Donc en faisant 47 dents, un tiers en fait, 47 dents, 3333. En faisant 47 dents, en tournant 47 dents, c'est facile de les compter avec le tournevis, hein. Vous mettez en dessous avec une lampe frontale, vous passez une dent par une dent, puis vous les comptez. Et ben en passant d'une dent à une dent, on va passer en faisant 47 dents. Vous allez passer au cylindre numéro 5, au point mort haut numéro 5, puis au point mort haut numéro 3. Et vous devriez constater les soupapes enfoncées qui sont en dessous. Voilà, je pense que normalement vous avez tout ce qu'il vous faut avec ça pour vous débrouiller. Un dernier petit détail pour que la compression elle soit... Dévissez vos injecteurs. Enlevez vos injecteurs pour qu'il y ait moins de compression, pour que ça facilite la rotation du volant moteur. Et puis à la fin, vous faites un deuxième tour, vous recomptez... vous refaites tous les 47 dents, quand vous avez tout réglé, vous refaites un tour et vous revérifiez tout. Et normalement, si vous avez refait un tour avec tout vérifié, ça devrait être bon.